En tout cas, après avoir fait tous ces éloges à Laurent Gbagbo, il reconnaît que Laurent Gbagbo a volé aussi. Il reconnaît qu'il a volé aussi. C'est ça le problème. Si tu reconnais que quelqu'un a volé aussi, je dis bien aussi, si le fait, ces milliards détournés sous Ouattara là, si c'est confirmé, si c'est prouvé, au moins il reconnaît que Laurent Gbagbo a volé aussi. Mais c'est ça le problème. Parce que tu ne peux pas faire les zoologies de quelqu'un et puis venir à la fin reconnaître qu'il a volé aussi. J'insiste dessus, volé aussi. Il ne devait pas voler. Puisque tu fais ces éloges, pour lui, c'est le plus bon, c'est le meilleur. Bon, ça aussi, c'est un piège, c'est une tache noire. Et bon, vraiment, les gens l'ont dit, ça fait plus de 30 ans que Laurent Gbagbo est dans la politique, plus de 30 ans qu'on parle de lui, plus de 30 ans qu'il est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est de la manière la plus triste. Et j'ai dit au début, il y a des stars qui impactent positivement l'histoire. Et puis il y a des personnalités qui impactent négativement l'histoire. On continue de parler encore de sanguinaire, comment on appelle, l'Allemand là. Je n'ai pas cité le nom, de Hitler par exemple. On continue de parler de ces gens-là. Mais ils sont rentrés dans l'histoire de la manière la plus triste. Et c'est ce que j'ai dit. Laurent Gbagbo, c'est vrai, on parle de lui depuis plus de 30 ans et de la manière la plus triste. C'est ce qu'on dit. Maintenant, comme on parle de succession, ce monsieur-là, il a taillé tout avec de l'égoïsme. Il n'a pensé qu'à lui seul. Depuis tout ce temps que tout le monde dit qu'il est rentré, on parle de lui là, il n'a voulu qu'on parle que de lui seul. Sinon, on se rappelle, en 90, ils avaient décidé de ne pas aller aux élections contre Oufo-Boigny. Avec, on se rappelle, les Francis Waudier, les Bama Mori Ferré, les Adi Zaourou, tout cela. C'était le front de la gauche. Et Laurent Gbagbo a trahi tous ses amis. Il allait se présenter contre Oufo-Boigny. Voilà aujourd'hui qu'on parle de lui. Parce que pour lui, il allait être le premier opposant à s'opposer véritablement au père Félix Oufo-Boigny, comme il dit en train de le dire. Mais il n'est pas le premier opposant à s'opposer à Oufo-Boigny. On a connu Sekou Sanogo ici. En 95, d'abord, comment le Front républicain naît? Parce que, comme ils ont perdu contre Oufo-Boigny, maintenant Oufo n'est plus. Et il y a le dauphin d'Oufo-Boigny. Et comme ils ont vu qu'il y a une fragmentation du PDCI avec la sortie du RDA, donc ce monsieur-là, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections contre Henri Konan Bédié. Il fait tout pour s'allier au RDA. Voilà pourquoi ils ne vont pas aux élections. Malgré que ses amis avaient encore décidé d'aller aux élections contre Bédié, parce que pour eux, ils avaient une opportunité de pouvoir gagner Bédié. Mais lui, ne pensant qu'à lui seul, il ne va pas, il s'en va s'allier au RDA. Et en 2000, tout le monde a vu son alliance avec le président et le putschiste Guy Robert. Tu as vu? Il continue encore. Bon, Guy l'a dit, hein, d'où le nom, le boulanger. Donc, ce monsieur-là, il va rentrer dans l'histoire. Il sera dans l'histoire. Depuis plus de 50 ans, on va parler de lui, mais de la manière la plus triste. Je le dis encore. Il y a des stars, il y a des personnalités qui rentrent dans l'histoire de la bonne manière et il y a d'autres qui rentrent de la mauvaise manière. C'est le cas de Laurent Gbagbo. Maintenant, je répète encore. Quand tu as fait tout ça, tu as lutté, tu es allé en prison à La Haye, tu es retourné. D'abord, on lui a dit, il faut qu'il arrive à rassembler la gauche parce qu'on voyait un monsieur comme lui. Rassembler la gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui n'est pas là pour rassembler quelqu'un. Il a dit. Mais est-ce qu'un leader va se comporter comme ça? Moi, j'ai dit non. S'il ne pense pas qu'à lui seul, il ne pense qu'à lui seul. On a vu la marche qui a été autorisée avec le PDCI, avec le FPD, avec Daniel Boni-Claverie. On n'a parlé que de Laurent Gbagbo, lui seul. Il n'a voulu qu'on ne parle que de lui. Maintenant, si après tout, bon, on peut regarder ça comme des échecs ou bien des succès. Mais si après tout ça, tu affirmes toi-même qu'après les élections législatives, tu vas te retirer, qu'est-ce que tu fais? Que ce soit un dauphin ou deux dauphins, tu peux arriver à mettre un de tes lieutenants en exergue. Présenter un de tes lieutenants. Mais le monsieur, non seulement
Il dit qu'il va se retirer, mais les jeunes gens, comme les Blaise Lazme, comme les bons, il a rejeté les Bleus Goudé, il a jeté tous ceux-là. Les Blaise Lazme, les Damana Pika, les Stéphane Kipré, qui à un certain moment peuvent prendre un peu la relève. Il les a tous noyés. Il les a tous noyés. Mais tu ne peux pas faire ça. Si toi tu dis que tu vas te retirer après les élections législatives et tu crois que tu veux laisser un héritage, il y a des jeunes gens qui veulent se présenter, mais aide-les à aller mouiller le maillot, au moins qu'ils partent un peu tenter les chances sur le terrain pour se faire connaître. Et puis, bon, même si tu ne veux pas les appeler, que tu n'as plus de force pour les appeler, mais au moins laisse ces enfants-là se présenter. Mais Laurent Gbagbo les a noyés. Préparez-vous à faire la veillée du PPACI. Moi, je vous dis ça aujourd'hui et il y a longtemps que je dis ça. Laurent Gbagbo va aller avec son parti parce que là, il a créé son parti à sa mesure. Il a taillé son parti, il a taillé sa famille, il a taillé son groupement à sa mesure. Et quand il va partir là, ça va partir avec lui parce qu'il n'a rien préparé, il n'a rien laissé. Et il n'a jamais laissé que quelqu'un sorte un peu de l'eau. Voilà. Lui-même, il combat tous ceux qui veulent s'élever. Simon Gbagbo, c'est une belle relève. Merci beaucoup, Catalan. Bon, vraiment, moi, bon, Kader, ce sera mon dernier tour de parole. Et puis, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Heureusement qu'on a Je vais poser des questions avant de descendre dans mon temps de parole, quoi. Avant de descendre. Catalan, tu attends un peu, voilà. Tu attends un peu qu'il finisse aussi. Avant de partir. Est-ce que Sali est là? Catalan. Oui, Sali, est-ce que tu es là? Non, attendez, monsieur. Sali. Sali, tu m'entends? Oui. Oui. J'ai activé tous les trucs. Je t'ai rajouté sur la modération, comme là, je suis au travail. Et je serai un peu occupé. Okay. Donc, tu gères. Tu peux faire monter comme faire descendre. D'accord? Ok. Pas de souci. Et surtout, tu n'oublies pas de donner le temps de parole parce que c'est ça qui fait un panel. Hein. Salut, merci. Ok, cool. Voilà, donc je cherche à des distances comme là, je suis au travail. Maintenant, c'est à M. Franck. Maintenant, après, ça sera à toi aussi parce que moi, je vais écouter des distances comme c'est occupé. D'accord. Catalan, je veux savoir. Catalan. Oui, vas-y, je veux savoir. Oui. Entre Ado et puis Gbagbo, qui est plus âgé? C'est Ado qui est âgé. Quand Ado venait au pouvoir, il nous a promis qu'il allait faire combien de temps? Toi, il faut me dire. Non, tu es quand même un truc. Est-ce oui, que ce que toi tu sais là, tu dis. Maintenant, je vais être d'accord avec toi, oui, non. Il a demandé de lui donner 5 ans seulement, non? Oui, 5 ans seulement. Aujourd'hui, il a fait combien de 5 ans? Maintenant, quand il te dit, donnez-moi 5 ans là, toi, tu as compris quoi? Il ne faut pas développer, je te demande. Et je dis, moi, je sais pas il a fait combien de 5 ans? Non, il a fait combien de 5 ans? J'ai dit. Bon, il a préparé qui? À l'heure actuelle, là, qui est préparé? Non, dis-moi, qui est préparé au RHDP à l'heure actuelle? C'est moi-même, je suis préparé. Moi-même. Moi-même, je suis préparé. Oui, tu penses quoi? Je dis. Gbagbo éteint tous ceux qui sont autour de lui. Gbagbo fait ceci. Gbagbo, c'est Ado qui est... Je te pose la question. Oui. Ado, il est plus âgé que Gbagbo d'abord. Oui, ça, on est tous d'accord. Il est plus âgé que lui. Maintenant, celui qui est moins âgé, là, vous êtes en train de lui mettre la pression pour dire qu'il n'a qu'à partir, qu'il est vieux, il n'a qu'à partir. Maintenant, celui même qui est vieux que lui, là, vous dites qu'il n'a qu'à rester. Le paradoxe déjà. Est-ce que tu m'as écouté? Celui qui est plus vieux que Gbagbo, là, vous dites qu'il n'a qu'à rester, c'est ça? Non, est-ce que tu m'as écouté? Tu m'as pas écouté? Bon, je t'écoute. D'abord, dans mon intervention, je n'ai jamais dit que Gbagbo doit partir. Je n'ai jamais dit. Hein. Parce qu'il est vieux. Non, je n'ai jamais dit que Gbagbo... Non, écoute-moi. Non, c'est ça ce qui a dit ça. Bon, d'accord, c'est que c'est ça ce qui a dit ça. Je n'ai jamais dit que Gbagbo doit partir. J'ai dit, lui-même dit qu'il s'en va. Maintenant, comme tu as parlé de préparation, tu as parlé de dauphin. Oui. Ado, là, qui est le dauphin d'Ado actuellement? Ado, là, il a préparé. Il a cité le dauphin d'Ado. C'est qui? Il y a moi-même d'abord. Bon, le débat n'est pas trop sérieux, donc c'est pas... Non, j'ai fini, il y a Patrick Hachi. Il y a Patrick Hachi. Écoute-moi bien. Il y a Patrick Hachi qui est préparé. On est tous d'accord qu'il est préparé. Il y a Tene Birahima, ça c'est incontestable. Et je suis convaincu que par la grâce de Dieu, c'est le futur président. Il y a Mamadou Touré. Bon, attends, limite-toi là. Je vais te citer aussi chez Gbagbo. Ce que Gbagbo a préparé. Gbagbo a préparé Hubert Oulaï qui est là. Il y a Gervais Jean Tiédé qui est là. Bon, monsieur. Non, on a peut-être en train de citer, non? On a qu'à citer.
Je vais te Monsieur, dire que Gbagbo s'est préparé. Parce que quand vous venez sur les panels, vous parlez, vous oubliez. Puis vous contredisez seulement. ils ont gagné Je quelle te parle. élection? Ceux que tu cites là, ils ont gagné quelle élection? Mais qu'est-ce que tu appelles gagner quelle élection? Non, Ils ont faut été me dire. déjà élus dans la Côte d'Ivoire. Dans cette Côte d'Ivoire, ils ont été déjà Bon, élus. bon, mon frère. Est-ce que tu sais que Bon, c'est des là, élus? écoute-moi bien. Hubert Oulaï, là, il a démissionné de l'Assemblée nationale en quelle année? Dis-moi, Hubert Oulaï a démissionné dans l'Assemblée nationale en quelle année? Hubert Oulaï. Je ne connais pas son nom. J'ai dit, Non, écoute-moi non, bien. c'est la première fois. J'ai dit Hubert Oulaï, il a démissionné en quelle année? S'il te plaît. Écoute-moi bien, monsieur. Monsieur, Non, s'il te plaît, dis-moi d'abord quand il a démissionné. Hubert Oulaï, il a démissionné en quelle année de écoute-moi l'Assemblée bien. nationale? Écoute-moi bien. Non, je te pose la question. Peut-être me demander s'ils ont été élus, non? Hubert Oulaye, il a été battu. Non, il a démissionné quand? Non, il n'a pas démissionné, il a été battu. Par qui? Bon, va te renseigner à l'ouest, là, ils vont te dire. Je ne connais pas tous les. Non, parce que tu ne connais même pas l'histoire, tu es en train de parler. Hubert Oulaï, il a été battu par qui? Tu ne connais même pas. C'est un élu. Et puis, il a été élu depuis longtemps sous Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Même sous Adoma, il a été élu. Et Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? C'est un dauphin aussi de Gbagbo. bon, ok. Donc, vous voulez que Gbagbo dise quoi? Vous voulez Dauphina là? Pour vous, là, vous parlez toujours dans bouche. Ça n'est jamais réalisé. La demi-douzaine même en train de se friter un peu. Voilà les bitogos qui sont en train d'y passer. Voilà les bitogos là qui sont en train d'y passer aujourd'hui. Vous êtes en train de parler de trucs. La politique en Côte d'Ivoire là, ils sont tous pareils, les trois là, les trois grands là. Ils sont pareils. Tout est axé sur eux dans les partis politiques là. De même que vous êtes en train de dire là, Ado aussi est fatigué. Il a fait 4 mandats au lieu de 1. Est-ce que tu m'as compris ou bien est-ce que tu comprends l'histoire? Donc, Non, je suis en écoute-moi train de bien. dire aujourd'hui que... Non, écoute-moi bien, monsieur. Non, laisse-moi Non, finir. Laisse-moi finir. vite, si tu me poses des questions, je vais te préciser quelque chose. Je vais te préciser Ok, simplement. précise-moi, Et puis, précise-moi. mais il descend. Mais monsieur, quand Laurent Gbagbo dit avant les élections législatives, qu'après les élections législatives, là, lui, il s'en va. Il prend sa retraite. C'est lui qui le dit. Hein. Et quand quelqu'un dit, lui, il veut un mandat seulement, Écoute, et puis il va partir, et puis il est là, il fait 4. bon, écoute-moi bien. Uh-huh. En 2010, pendant les élections, là, Ouattara a été élu dans quel mois? En novembre, on a fini les élections présidentielles, le second tour. C'est pas ça? Il a pris le pouvoir dans quel mois? En avril En avril 2000 quoi? 2011. C'est pourquoi? Je ne comprends pas ta question. Pourquoi c'est comment? Il a été élu président, non? Oui, pourquoi il a pris le pouvoir en 2011? Non, il a fait un mandat ou bien il n'a pas fait un mandat? Oh, monsieur. Est-ce qu'il a pu faire son mandat? Je veux plutôt, avant de faire, il a fait son mandat, non? Bon, je ne veux pas les petits poteaux inutiles là. Écoute-moi bien. Non, je demande, est-ce qu'il a fait son mandat? C'est fini, il te reste 5 minutes. Ton temps est fini, monsieur Atobi. Faut m'écouter. Ok, bonne nuit à vous. Mais Sali, pardon, faut me Non, laisser. non, faut pas partir, hein. Faut pas partir, il faut attendre. Non, mais je suis parti, puis ça m'intéresse pas. Il ne répond pas. Je lui demande, est-ce qu'il a fait son mandat ou pas? Ado a fait son mandat ou pas? Mon frère, un mandat c'est 5 ans, non? Oui, oui. Et avec une administration en place. Quand Ouattara a pris le pouvoir en avril 2011, là, tu sais qu'il y avait encore des combats à Yopougon, à Bobo et à l'Ouest, c'est ça? Ok. Non, est-ce que tu sais ça? Pour répondre au monsieur, la question du monsieur, c'est un mandat ou c'est pas un mandat? Puis on passe, on tourne autour du pot. Bon, Goli, moi je te connais. Goli, ferme ton micro, s'il te plaît. Tu viens juste te sommes montrer, tu commences à parler. Est-ce que tu sais que quand Gbagbo était président, il y a 60% du territoire qui était occupé? Est-ce que tu sais ça? Vous faites on dirait que Ado au pouvoir, là, c'est pas élection, on a fait, puis c'est pas des gens qui l'ont voté, mais c'est quoi? Ça n'a rien à voir, ma chérie. On dit, il a fait combien de mandats? Quelque chose, c'est que vous racontez. Nous, on fait rien ça. Mais il travaille, il a travaillé. Je sais que tu fais rien ça. Je sais. Je ne parle pas de toi. Toi, on te connaît. On sait que tu fais rien ça. Toi, je ne parle pas de toi. Je parle du monsieur. Non, mais quand vous demandez, il a fait combien de mandats? Il a fait combien de mandats? Même s'il a fait 100 mandats, il a passé par des élections. Il est passé par des élections pour faire ses mandats. Il ne s'est pas imposé à quelqu'un. Oui, voilà. Le monsieur dit que lui, dans son parti, là, le comité central dit qu'il n'a qu'à être là. Et puis vous, ça vous dérange. Si on dit que Gbagbo n'a qu'à mourir là-bas, ça vous dérange pourquoi? Même si vous voulez la garder votre Gbagbo à votre tête pendant toute votre vie, c'est pas notre problème. On ne parle pas de ça au fait. On s'en fout de ça. Athé. Quel est le débat? Bon.
Monsieur Goli, attends ton tour de parler. Si tu ne peux pas, c'est pas la peine de rester, pardon. Il ne faut pas gâter le panel. Tu auras la parole. Salut, monsieur Atobi, dans vos tours de parole, Catalan, merci beaucoup. Merci, on ne va pas faire, parce que c'est un débat, il y a Ali Falco qui est là, que je respecte énormément. On fait un débat vraiment contradictoire, comme on l'a toujours fait. Donc, bonsoir Goli. Donc, Atobi, Salut va vous remettre vos 5 minutes. Kader, je finis, je chute. Voilà, allez, non, on va vous remettre vos 5 minutes. Vous allez vous prononcer comme vous l'avez fait. Et puis on va continuer le débat, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'était pour revenir un peu au sujet du comité central qui demande à Gbagbo d'être là encore. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est comme on est en train de parler, c'est un syndrome, et l'autre l'a bien dit, Ali Touré l'a dit, je pense. Non, Ali Farco, il a dit, c'est quelque chose qui fatigue tout le monde. Bédier est resté là jusqu'à il est parti. Oufoué, c'était pareil. Et aujourd'hui, voilà, Ado même qui est là aussi, c'est pareil, avec Gueye, pareil, tous nos dirigeants. Et aujourd'hui, c'est vraiment regrettable aujourd'hui qu'on soit arrivé là. Sinon, moi, personnellement, j'aurais vraiment voulu que, à la sortie de Gbagbo, ils ne viennent même pas encore vouloir être candidat ou bien quoi que ce soit. Parce que pour être candidat, ça demande beaucoup de choses. Parce que quand il est venu vraiment fatigué, épuisé. Donc, il ne pouvait pas être sur le terrain. Il m'a regardé en 90. En 90, il s'est fait connaître comment? C'est pas des gens qui sont allés faire sa campagne, mais c'est lui-même qui est parti. Il était sur le terrain. Aujourd'hui, en Afrique, pour gagner des élections, il faut être toi-même sur le terrain. Regardez Assalé Timoko, par exemple. Regardez Blé Goudé aujourd'hui. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de bouger sur le terrain pour se faire connaître, parce que c'est un homme et le peuple. Mais quand Gbagbo est revenu, c'est vrai qu'il avait déjà cette notoriété, il était déjà grand, il avait déjà tout son nom. Mais pour moi, ça allait vraiment être encore plus difficile. Parce qu'il y avait tellement de choses qu'il fallait laver déjà quand on parle de... Il est xénophobe, il n'aime pas le Nord, il n'aime pas les nordistes. Tous ces trucs-là étaient déjà sur lui. Et il fallait vraiment faire des tournées encore pour essayer de rassurer les gens. Et moi, pour moi, il était vraiment épuisé, il était vraiment fatigué. Donc, il pouvait quand même rester et dire aux gars, bon, les gars, on organise, choisissons quelqu'un, et puis on va commencer à battre campagne, faire celui-là. Parce qu'aujourd'hui, pour faire passer son idéologie, pour faire passer son idéal, on n'a pas forcément besoin d'être au pouvoir. Ça peut passer même quand on n'est pas au pouvoir. Donc, je pense que là, par exemple, moi, ce que je déplore aujourd'hui avec cette situation, c'est que les gens n'ont pas compris au début et on a voulu forcément mettre Gbagbo dans l'arène, quand bien même que aujourd'hui il est épuisé par toutes ces épreuves-là. Ces épreuves-là l'ont carrément épuisé. Et moi, si j'étais vraiment dans le cercle restreint du PPACI, j'aurais dû dire non, laisse comme ça. De toute façon, on laisse le mythe autour de toi, Gbagbo, et puis on met quelqu'un et puis on commence à battre campagne pour lui. Voilà. Sincèrement, moi, voilà un peu l'idée que j'aurais vraiment voulu donner. Maintenant, aujourd'hui, les gars l'appellent pour dire non, qu'il n'a qu'à être encore là. C'est pour quel but? C'est pour atteindre quoi? Voilà. Moi, c'est ce que je peux demander peut-être aux gars du PPACI autour de Gbagbo. Quel but il veut atteindre quand on dit encore qu'il faut qu'il soit là? Il peut être un président il peut être un président bon, il peut gérer un peu toute son équipe en restant quand même dans l'ombre. Voilà. Maintenant, dis aujourd'hui que Gbagbo n'a qu'à venir encore être président, ça va encore jouer sur 2030, ça va encore jouer sur eux. Peut-être qu'ils ont les stratégies que nous ne connaissons pas. Mais venir encore prendre Gbagbo pour dire d'être président, moi je pense que ça va tuer même cette dynamique-là même dans le parti. Ça va encore faire beaucoup de choses parce qu'il faut bouger. Regarde les cococos qu'ils ont organisés la fois dernière. Imaginez les cococos comme si c'était Awadon Melo qui était peut-être président et il animait ces cococos-là. Et puis Gbagbo est assis. Ça allait être encore plus intéressant que lui-même qui vient, parce que quand tout ce qu'il a animé, il y avait cette vigueur-là qui a manqué, il y a beaucoup de choses qui ont manqué dedans. Et moi, je pense que dès maintenant, il ne devrait plus faire cette erreur d'avant 2025, mais il devait se préparer pour 2030 en mettant déjà une figure. Bon, ils sont nombreux là-bas, hein, et puis ils peuvent vraiment continuer. Parce que ça serait une grave erreur s'ils essaient de reconduire encore Gbagbo. Voilà, pour être vraiment dans le sujet, moi, je pense que c'est mieux. Il a vraiment tout fait. Il n'a rien à prouver aujourd'hui. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Voilà. Il peut rester dans l'ombre et puis gérer cette situation-là tranquillement et puis passer à autre chose, quoi.
Pour moi, je pense qu'actuellement, le PPACI n'a pas vraiment intérêt à encore positionner Gbagbo parce que ce serait encore se mettre dans un retard qu'on ne dit pas. Voilà, donc c'était un peu ça. Ok, merci infiniment à Tebi. Le frère, c'est Ali, celui qui est en haut. Ouais, je vais rebondir un peu si je crois que c'est Atebi ce qu'il a dit. Ok, il y a des éléments pertinents dans ce qu'il a dit, puisqu'on parle ici de l'homme politique, M. Laurent Gbagbo, et puis on parle de son appareil politique. Maintenant, je voudrais qu'on se départisse de sa gestion d'homme d'État. Parce que si on n'arrive pas à nuancer, on va faire les débats, il n'a pas bien travaillé, il a bien travaillé, il n'a pas volé, il a volé, bon, ça va biaiser un peu les choses. Donc, pour moi, M. Laurent Gbagbo, tout comme l'élite politique en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quelque chose, et je prends le panel de Kader à témoin, aujourd'hui là, notez ça et gardez, comme l'aurait dit quelqu'un. En 2035, que Dieu nous donne longue vie pour atteindre toutes ces années-là, c'est un nationaliste qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je reprends, hein. En 2035, c'est un nationaliste qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Maintenant, la bonne question ici serait de me poser, qu'est-ce que j'entends par un nationaliste qui va... Le nationaliste là, c'est quoi? Pour moi, la vocation ou bien l'orientation que je donne au nationaliste là, c'est quoi? C'est pas le xénophobe, c'est pas le tribaliste, c'est pas celui qui tend à diviser, mais c'est celui qui fait un peu, pour calquer un peu le modèle Trump, qui parle d'abord des intérêts des nationaux, qui met au devant de sa politique l'intérêt du national. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite. Voilà où le vrai débat de 2030 va commencer. Hein. Et notez ça et gardez ça aujourd'hui. Le vrai débat politique en 2030 va se poser sur quel est l'intérêt politique des politiciens pour les nationaux. La Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite. On a beaucoup de beaucoup d'ethnies, beaucoup de personnes de diverses ethnies venues d'ailleurs, même assez récentes, mais qui sont ivoiriens de la nationalité parce qu'ils ont la nationalité et ils jouissent des mêmes droits et ça c'est normal. Mais en réalité, il y a un débat de fond qui naît, mais ça naît dans les petites maisons, ça naît dans les petites causeries, ça naît dans des petits espaces où on est 2 ou 3, on partage ce même sentiment. Vous allez regarder, et c'est indéniable, hein. Vous allez regarder, vous êtes en train de vous diviser, où chacun il va tirer sa couverture vers soi. Non, lui là il n'est pas bon, ton leader je ne veux pas, toi ton leader j'en veux, toi ton leader je ne veux pas. Mais regardez un peu, lorsque, et ça c'est les autres, hein, c'est les étrangers, quand il dit les étrangers, les habitants de d'autres pays qui le disent ça concernant les Ivoiriens. Lorsque on quitte la sphère politique, lorsqu'on quitte le mirage politique des champions qu'on a idolâtrés à moindre mesure et qu'on s'attaque au patrimoine ivoirien, on ne voit plus les clivages politiques dans la bouche des uns et des autres. On n'entend plus cet Ivoirien-là qui est peut-être PPACI, PDCI, RHDP, parler au nom de son parti. On entend plutôt les Ivoiriens parler d'une même voix. Il y a beaucoup d'exemples qui me viennent en tête pour que les gens comprennent utilement ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas que vous les analysez sur le prisme de la politique, mais du nationalisme que je suis en train de dire. Regardez quand il y a eu le cas de Ebimpe. Ce n'est pas les politiciens qui ont parlé, parce que chacun d'entre ceux qui ont parlé a son bord politique. Mais on était face à un défi qui transcendait les partis politiques, où on était devant des États qui, eux, veulent se comparer à notre pays, notre Côte d'Ivoire, même si on a différents leaders politiques. Mais il s'agissait ici de notre Côte d'Ivoire. Et des gens voulaient un peu la ridiculiser au nom de l'image qu'ils ont vue. Vous avez vu les interventions des uns et des autres. Chacun a mis son manteau politique de côté et les mêmes, à l'unisson, les gens ont parlé de la Côte d'Ivoire.
C'est ce que j'appelle le nationalisme. À partir de 2030, celui qui saura prôner l'idéal des intérêts, je dis bien des intérêts du national, aura plus d'écoute vis-à-vis de la masse populaire. Parce que quand on aura quitté nos leaders charismatiques qu'on a eus, aujourd'hui, parmi vous, aucun ne pourra convaincre un pro-Gbagbo de dire que Gbagbo est mauvais. Ça, c'est indéniable. Aucun pro-Gbagbo aussi ne pourra convaincre un RHDP pour dire que le président, son excellent Alassane Ouattara, est mauvais. Ça, c'est indéniable. Idem pour ceux du PDCI, personne ne pourra leur convaincre que Bédié, ça, c'est indéniable. Ça, c'est le charisme des leaders là qui adhère à l'origine de cette façon de faire la politique. Mais on est au crépuscule de cette forme politique là, où on a donné sans forcément vouloir attendre quelque chose en retour parce qu'on aime son leader et on n'arrive pas à expliquer pourquoi on aime ce leader là. On l'aime, un point c'est tout, et même si on ne mange pas à sa faim, même si on n'est pas content avec sa femme ou on n'est pas heureux, c'est pas grave, mais on aime son leader, on saurait l'expliquer à qui nous écoute. On est en train de quitter petit à petit dans ce prisme politique-là. On est au crépuscule de cette forme politique pour commencer à se poser des questions d'intérêt personnel. Qu'est-ce que j'y gagne? Quelle est, en tant que national, en tant que fils digne de ce pays, ma part dans le gâteau qu'est la Côte d'Ivoire? Qui saurait mieux faire valoriser ma part? C'est vrai que j'aime telle personne au-delà du fait qu'on est de la même région, on est de la même religion, on a le même nom de famille, etc. Peu importe la dénomination antérieure qui faisait qu'on aimait. Mais on va finir par dire, bon, quand j'ai fini d'aimer parce que voilà, c'est le plus beau de la classe, ou bien c'est le plus gentil de la classe, est-ce que je gagne quelque chose dedans? Est-ce que le discours là séduit mon ego? Est-ce que ce discours là séduit mes intérêts? Est-ce que ce discours qui tend aujourd'hui là prend en compte moi mon intérêt? Et je vous dis à partir de 2030, gardez ça. À partir de 2030, ce vrai débat-là va commencer à naître en Côte d'Ivoire. On va plutôt axer nos choix politiques vers quelqu'un qui tend, par exemple, si tu es dans le secteur du vivrier, qui tend, par exemple, à dire que si tu portes ton choix sur moi, le secteur vivrier, là, vous là, voilà le nombre de milliards injectés et voilà le nombre de champions nationaux que je vais créer à partir de la politique si vous me permettez d'être à la magistrature suprême. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nationalisme. C'est-à-dire que tu regardes d'abord ton intérêt avant de porter ton choix. On n'est plus là dans l'amour inconditionnel du champion sans explication logique. On aime parce qu'on aime. On ne saurait dire pourquoi on aime, mais on aime. On ne serait plus dans cette logique-là. On va faire une politique en passant d'abord à nos intérêts, à l'intérêt d'appartenir à une nation qui est enviée des autres États, mais dont soi-même on ne gagne pas forcément son compte. Pour couper sur ça, je ne veux pas qu'on rentre dans le débat de fond sur ça. J'aime corroborer mes dires avec des exemples. Prenez seulement le phénomène, mais ne rentrez pas dans le débat de fond de ce que je vais prendre comme exemple. Prenez l'exemple un peu. Si on prend du côté nationaliste, l'affaire par exemple Koumé Bakari. Si vous remarquez, d'une manière ou d'une autre, quand on intervient, même si on prend son manteau politique, quand on intervient d'une manière ou d'une autre, regardez l'essence des propos des uns et des autres qui sont. C'est plutôt l'aspect nationaliste. C'est plutôt son ego d'ivoirien qui est foulé aux pieds. C'est plutôt l'incompréhension de ce que lui, fier, digne, ivoirien, se trouve floué face à quelqu'un qu'il estime voilà, n'est pas logé à la même enseigne d'ivoirité que lui. Le vrai débat de fond se pose là-bas. Et je vous dis, comme c'est mon mot de fait, ce débat-là, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Gbagbo ou non, qu'on aime Bédi ou non, qu'on aime son excellence Alassane Ouattara ou non, il va naître et ça va s'imposer à chaque Ivoirien. Et sera rusé le politicien qui aura vite compris ça et faire de ça son cheval de bataille
peu importe la région, peu importe la religion, peu importe l'ethnie, peu importe d'où il vient, qui aura compris ça pour se porter au premier rang. Il y a quelqu'un qui a compris ça un peu, mais il y ajoute beaucoup de doses populistes dedans, ce qui fait que on ne suit pas forcément bien sa logique. Il fait ça, hein? On voit les prémices de ce combat nationaliste-là, mais il y a beaucoup de doses populistes dedans. Je vais parler de M. Assalé Temoko pour citer celui-là. Quand j'ai dit ça, merci encore de m'avoir donné la parole. Merci le frère, mais Assalé Temoko, c'est un populiste, un très fervent populiste. En tout cas, merci infiniment. Situation. Est-ce que situation est là? Situation, si tu es là, on ne t'entend pas. Hein. Le frère Katala, tu es là? Oui, Katala toujours présent. Ma soeur. Ok, vas-y, chef. Tu connais, non? Je connais, Wallahi. Ensemble. Merci beaucoup. Ouais, j'ai aimé. Bon, pas forcément. Le monsieur, il a fait des prévisions. C'est vrai, ça peut être possible. Je crois que le débat que nous menons là, l'Ivoirien a assez grandi. L'Ivoirien a mûri et je le dis toujours. Parlant d'amour, parce qu'il a parlé d'amour pour nos leaders. Bon, on est tous d'accord, hein. On va rentrer dans cette histoire d'amour là. Les gars là, ils ont un amour fou, inconditionnel pour Laurent Gbagbo. Bon, les gens du PDC aujourd'hui sont un peu divisés, mais ils ont un peu d'amour pour quelqu'un. Et nous, on a un amour, le même amour qu'ils ont pour les leaders là. Nous, on a le même amour pour Ouattara. Mais, quand on ajoute sur cette histoire d'amour là, ouvrons les yeux un peu et puis regardons les œuvres et regardons la Côte d'Ivoire qui nous unit. Hein. Qui a construit plus d'universités? C'est Ouattara. Qui a construit plus de collèges? C'est Ouattara. Qui a construit plus de routes? C'est Ouattara. Qui a construit plus de stades? C'est Ouattara. Qui a augmenté le salaire des fonctionnaires? C'est Ouattara. Qui a augmenté le SMIC? C'est Ouattara. Qui a amélioré les conditions de vie de certaines populations? C'est Ouattara. Qui a électrifié plus de villages? C'est Ouattara. Qui a envoyé plus de courant? C'est Ouattara. Bon, en plus des amours fous qu'on a pour nos leaders là, mais quand moi j'ai tout ça, est-ce que je vais douter même à suivre mon gars? C'est pas si je me fais comprendre. L'amour fou là, ça est là, c'est que chacun aime son dirigeant. Mais en plus de cet amour fou là, j'aime aussi la Côte d'Ivoire. Et je vois la Côte d'Ivoire chaque jour en train de se développer, en train d'aller de l'avant. Comme tout ce que j'ai cité là. Mais quand moi je vois tout ça, je n'ai aucun doute. Je ne doute même pas. Quand? Et puis ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on a vécu sous tous ces gens-là, ceux qui ont l'amour pour Laurent Gbagbo là. Sous le règne de Gbagbo, on a vécu ici. Sous le règne d'Henri Konan Bédié. Ceux qui ont l'amour pour, en tout cas pour tous ceux qui ont l'amour pour Simon Gbagbo, pour Blé Goudé, qui vous voulez, vos leaders. En plus de cet amour-là, on a tous vécu ici sous ces gens-là. Et puis moi, je vois que mon pays est en train d'avancer. Mais est-ce que j'ai douté même? Est-ce qu'il y a doute? Il n'y a pas de doute. Donc aujourd'hui, là, vraiment, moi, je dis que... Et Ouattara, il a une phrase que j'aime beaucoup réciter, où il dit qu'il y a les militants de la 25e heure. On est tous d'accord que la 25e heure, elle ne va jamais arriver. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Parce que aujourd'hui encore, avoir le courage, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, venir défendre Laurent Gbagbo pour dire que c'est lui qui a envoyé la démocratie, c'est lui qui a envoyé, il y a d'autres même qui ont cité même que sous Laurent Gbagbo, c'est lui qui a restructuré l'école, c'est lui qui a restructuré la douane, mais Sali même a bien répondu pour dire. On a l'impression que c'est Laurent Gbagbo qui a tout fait. Gbagbo même dit qu'il est venu trouver des œuvres, des projets dans les tiroirs, il n'a pas pu faire. Le troisième pont, où il disait que lui ne va pas faire pompe à péage parce que il ne va pas imposer de l'argent que les Ivoiriens ne doivent pas payer dans la propre ville. Et après encore, c'est lui-même qui dit que même s'il fait pain à péage, les Ivoiriens ne vont pas passer dessus. Bon, aujourd'hui, allez-y voir. C'est les embouteillages sur le troisième pont à péage, 500.
Non seulement, quand il dit ça, c'est de se foutre de nous parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas avoir 500 pour payer péage. Mais aujourd'hui, allons-y voir. Tous les péages sont pleins. Donc, vraiment, il faut le dire, on va parler de Laurent Gbagbo demain, après-demain. Et puis souvent, quand on parle de lui, il y a des gens non, quand on veut comparer nos bilans, on se compare à Laurent Gbagbo. Non, on se compare à Laurent Gbagbo, ce serait fait une injure à Ouattara. Mais il faut faire des piqûres de rappel. On vous fait des piqûres de rappel pour vous dire, la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2011. La Côte d'Ivoire est née bien avant. Et bien avant, il n'y avait rien. Même à Gaïwa, à Boaké, à San Pedro, à Daloa, à Man, à Yamsoukro, à Abidjan même, il n'y avait pas de route. Laurent Gbagbo lui-même, il circulait partout. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire, c'est lui-même qui disait. Le plus gros problème, c'est les routes. Mais quelqu'un qui est venu faire les routes là, pourquoi vous ne le félicitez pas? Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'école. Ça, c'est Gbagbo même qui le disait. Hein? Mais bon, comme on le dit, ces militants de la 25e heure là, ils vont jamais comprendre. Mais bon, Dieu merci qu'ils sont de moins en moins nombreux. Chaque fois, le groupe se diminue. Mais bon, la Côte d'Ivoire avance. Heureusement qu'on a un monsieur qui s'appelle Ouattara. Et il y a quelqu'un qui a demandé le successeur de Ouattara. Mais est-ce qu'ils sont aveugles? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que c'est pas clair? C'est pas bien défini. C'est eux-mêmes qui critiquent. C'est bien défini aujourd'hui là. Est-ce qu'il y a encore des doutes sur la succession de Ouattara? Il n'y a pas de doute. Si vous doutez là, on va vous dire, c'est Ténébidaïma Ouattara. Si vous doutez encore qui est le successeur de Ouattara, c'est ça. Au RHDP, on va aller aux élections. Nous-mêmes militants, on va demander qu'il soit notre candidat et puis on va battre campagne. Maintenant, les Ivoiriens, on va arriver à convaincre les Ivoiriens. Vraiment, mais Sali, je vais m'arrêter là. Faire débat avec ces gens-là, c'est un peu de considération, par respect qu'on vient parler, sinon tout est déjà fait. Ils ont tous fui même. Voilà, tout est déjà fait, tout est déjà dit. Il faut ouvrir seulement pour moi. Lorsqu'on peut avoir des interactions, j'ai apprécié les propos du frère Catalan. Je voudrais lui poser des questions s'il permet, bien sûr, hein, si c'est de bonne loi que je lui... il a dit quelque chose, il dit... les militants de 25e heure, voilà, c'est des gens, je suppose qu'ils parlaient évidemment des opposants en faisant que, écoutez, on va pas, voilà, on pourra pas changer leur nature, ils restent ce qu'ils sont, voilà, avec tout ce qui est produit comme résultat, évidemment, c'est des gens qui ont décidé d'agir de la sorte. Bon, je paraphrase, hein. Si c'est ça, tu me permets de continuer. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais allons plus loin dans la réflexion de comprendre la nation, pas les individus, la nation. Parce qu'on a un héritage commun, hein, qu'on le veuille ou non, PPACI, PDCI, RHDP, qu'on le veuille ou non, on a un héritage commun. On a la Côte d'Ivoire en commun. Aucun de nous ne veut qu'un bout de ce territoire-là soit rattaché à un autre pays. On est jaloux de ce pays parce que c'est notre bien commun. Maintenant, la question que je pose, est-ce qu'on construit, au-delà du fait qu'on sait que c'est des gens qui ne vont pas entendre raison de notre vérité, je suis entièrement d'accord, parce que c'est notre vérité qu'on essaie de leur faire comprendre avec les réalisations du président. Mais au-delà du fait qu'ils ne veulent pas entendre cette raison, est-ce qu'on construit la nation sans eux? Est-ce qu'on fait une Côte d'Ivoire nouvelle sans eux? Parce que qu'on le veuille ou non, on aura toujours ce sentiment-là qu'ils sont ingrats, qu'ils sont hypocrites avec nous. En ce sens que tu as évoqué toutes ces réalisations, c'est dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire que le président le fait, même dans les régions qui ne sont pas propices à sa politique. Mais on estime que quelqu'un qui te fait du bien, tu es censé être reconnaissant. Mais avec ce que tu as donné comme argument, dont je ne suis pas entièrement d'accord, on regarde que c'est des gens qui ne vont jamais épouser l'idéologie Alassane Ouattara. Même s'ils leur donnent chaque matin de l'or, ils ne vont jamais épouser cette idéologie. Maintenant, si on est dans l'espèce nation, moi je pose la question, est-ce qu'on construit cette nouvelle nation ivoirienne sans eux? Ou bien comment on prend en compte leur réalité pour
pour qu'ensemble la Côte d'Ivoire puisse toujours rayonner et prospérer en Afrique et dans le monde. Voilà un peu ma préoccupation que je voulais que le frère essaie de d'épiloguer dessus pour éclairer ma lanterne, voilà, pour que je puisse mieux cerner un certain nombre de choses. Merci frère. Cataract. Oui, mais Ali. Il va te laisser répondre à sa préoccupation, mais en ajoutant ceci d'abord pour que tu puisses mieux développer. Mais est-ce que le frère, quand vous regardez vous-même le comportement de ces gars-là sur la toile, est-ce qu'eux-mêmes là, ils ont envie d'avoir l'esprit des nations? Moi, c'est la question. Vas-y, le frère Cataract. Merci, Ali. Tu as bien fait de dégager un peu là. Monsieur, c'est comment? C'est Monsieur Alif, non? C'est Ali. Ok, Monsieur Ali. Vraiment. C'est Monsieur Ali Farko. Bon, bref, allons-y. Je voulais répondre à la dame, mais après, quand tu finis, je vais donner des... Ok, heureux pour cette question-là. Heureusement, monsieur, que nous sommes en démocratie. Heureusement. Si on a le sens de la démocratie, c'est une majorité qui gagne, qui a une idée, qui a une vision et qui installe cette vision-là. Cette minorité-là, si elle est vraiment nationale, si elle aime ce pays-là, elle rentre dans la voie, dans la vision de cette majorité. C'est aussi simple comme un bonjour. Heureusement qu'ils sont de moins en moins nombreux. C'est ce qu'on dit. Voilà pourquoi on va à des élections et puis on gagne. Dans tous les pays, il y a des opposants qui vont critiquer, qui vont s'opposer. Mais cette majorité que nous sommes aujourd'hui, maintenant, si cette minorité, bon, vraiment, c'est la démocratie qui le dit, la minorité va s'aligner dans la vision de la majorité, simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Merci. Allez-y, le frère Alifa. Merci, la Catala. J'ai compris un peu ce que tu as développé. C'est juste, je suis entièrement d'accord. Si on va sur la base démocratique, qui est l'indicateur qui permet à nos nations d'orienter nos idéologies, parce que quand la majorité s'exprime, la minorité suit. Ça c'est indéniable. Ça c'est la démocratie. Sauf que ce que je présente ici là, c'est les sentiments qui ne répondent plus aux critères de la démocratie. Parce que mine de rien, faisons attention. Ce que je veux évoquer avec vous de façon, c'est des projections. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Et Mac Moule, si tu permets, tu peux muter ton micro. Le frère qui vient de monter, ok. Donc ça peut arriver comme ne peut arriver. Mais je me projette dans une supposition d'alarmiste. Vous entendez des discours rhétoriques. Vous entendez des propos souvent même effrayants. Lesquels propos ne sont pas que des propos qui sortent de la langue. On sent que le cœur même a épousé ces propos. Vous entendez des propos tribales, des propos xénophobes, des propos discriminatoires. Rappelez-vous à toute fin utile, moi je dis j'aime corroborer toujours mes dires avec des exemples. Rappelez la dernière élection, je crois, conseil régional à Daloa, où notre excellent ministre allait battre à plate couture Didier Madi, je crois, et puis Stéphane Kipré. Mais rappelez aussi vous ce que le ministre a dit. C'est vrai qu'après la victoire, on passe à autre chose. Mais de tels propos-là, est-ce qu'on ne devrait pas s'apaisantir dessus pour porter la réflexion? Ou un candidat dit à l'autre, bon, c'est vrai, tu as mis de l'eau dans mon village, mais il faut me présenter ton village dans la région ici pour que moi, je n'ai pas te dire merci. Comme si on était dans un aspect où il faut forcément avoir un village dans une région pour appartenir à une nation. Voilà pourquoi j'ai utilisé l'expression nation. Je n'ai pas utilisé l'expression pays. J'ai utilisé l'expression nation. Mais
c'est des choses que des gens, ils ont en ça. Et puis, ça ne tarit pas. Quand il dit ça ne tarit pas, ce même discours depuis 90, on l'a vu prendre d'autres connotations, d'autres mutations. Ça s'est transformé. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025. Cette même narration-là continue de prospérer dans le cœur de certaines personnes. Oh, il faut former une nation. Oh, on a vu à un moment donné une forme de gouvernance qui a donné un visage à cette politique dont je suis en train de parler, un visage à cette politique tribale, à cette politique xénophobe, à cette politique régionaliste. On a vu un gouvernement qui a donné un visage à cette forme de politique-là. Donc, quand j'ai dit tout peut arriver, on peut, si Dieu le souhaite, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir, se retrouver un jour face à un tel type de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on construit une nation face à des gens, au-delà de tout cet embelli, toute cette joliesse que nous propose son Excellence Alassane Ouattara, ont toujours cette même narration qui est tribale, xénophobe, exclusionniste, etc., etc. Et qui ne tarissent pas, qui sont toujours dans cette même logique. Est-ce qu'il faut faire avec eux ou sans eux, ou bien faire sans eux parce qu'on a la majorité? Évidemment, on a la majorité. Mais est-ce que cette majorité-là annule les émotions qui sont dans leur cœur? Parce que tout conflit naît d'une émotion. Hein. On part d'un dogme, et puis après, ce dogme-là se transforme en action, et les émotions prennent le pas. Moi, je veux comprendre quelque chose. Voilà. Excuse-moi, je vais finir. Voilà quelqu'un encore qui... Vous voyez, en fait, c'est tout ça que c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Voilà. Je voulais te dire, il faut lire le message en bas et puis tu vas voir si ceux-là sont prêts pour être nationalistes. Voilà, tu comprends? Non, en fait, ce que je suis en train de dire, je partage ta réflexion, hein, je sais pas, la soeur Sali, je suis d'accord avec toi. Je sais qu'avec eux, il n'y a rien à tirer en termes de construction d'une nation. Parce que le socle sur lequel ils basent la politique aujourd'hui, telle qu'ils la conçoivent, c'est identitaire. Pour eux, tout ce qu'ils font de mauvais à la Côte d'Ivoire est justifié parce qu'ils pensent qu'ils ont le syndrome du personnage principal en Côte d'Ivoire. Pour eux, la Côte d'Ivoire doit commencer et finir par eux. Parce que dans le subconscient qu'ils ont, ils pensent qu'ils sont plus méritants de ce pays-là que les autres. Au demeurant de ça, ils légitiment et ils justifient toutes leurs mauvaises actions commises sur la Côte d'Ivoire. Même quand vous étiez en train de faire, je prends le frère catalan, quand vous étiez en train de faire des interactions où tu mettais à nu un certain nombre de réalités, tu as senti un tant soit peu l'obstination du frère à vouloir défendre vaille que vaille la vérité que tu dis. Mais quand toi, tu réfléchis et que tu pousses la réflexion, tu te rends compte qu'on t'a produit la vérité, il n'y a même pas lieu de faire débat, mais au-delà de ça, tu continues le débat. Il te revient à toi de comprendre, mais qu'est-ce qui motive toujours cet individu-là, malgré la vérité que je lui ai présentée, de toujours persévérer dans cette bêtise-là. Il n'y a qu'un seul justificatif, le syndrome du personnage principal. Parce que je mérite plus que toi, et au nom de ce postulat-là, moi, mes erreurs doivent être blanchies, pardonnées. Et toi, selon leur compréhension de la Côte d'Ivoire, toi que j'ai accueilli chez moi, toi que j'ai donné sol, toi que j'ai donné terre, devrait être passé en second et tes besoins devraient passer en second, hein, contrairement au mien. Voici ce qui se passe. Et voici pourquoi je pose la question de savoir comment on construit une nation avec de tels caprices. Parce que ces caprices sont nauséabondes pour la construction d'une nation forte. Voilà, donc voilà un peu la réflexion que je voulais poser. Et puis je crois que je vais écouter ton intervention et puis demander à vous laisser pour la continuation de notre panel. Merci encore de m'avoir donné la parole. Mais ça tu permets ou tu vas répondre? On va écouter et puis je vais vous partir. Ok. Mon frère, vous savez, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son propre gré. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son propre gré. Je vais te prendre un exemple pendant les élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Pendant que nous on battait campagne, pendant qu'on fêtait même, parce que c'était devenu la fête, on a vu des jeunes gens barricader des routes avec des briques
Bon, c'est parce qu'on a un monsieur qui s'appelle Ouattara. Il faut lui dire encore merci. Il faut dire merci encore à Ouattara pour son humanisme. C'était 10, 20 jeunes, même pas 20 jeunes, 5 ou 8 jeunes qui sont assis au bord de la route, qui vont prendre briques de quelqu'un qui va construire des maisons. Les briques là, et c'est ça, ils viennent mettre sur la voie. Pendant qu'il y avait des gendarmes, des cargos de gendarmes. Le président de la République, s'il était un va-t-en-guerre, comme Laurent Gbagbo, il dit simplement, il donne ordre aux gendarmes là, ceux-là, allez-y les mater. Et puis on s'en va les mater, simplement. Ça peut se faire, ça peut arriver. C'est pourquoi prions Dieu encore pour qu'on continue toujours, Ouattara continue toujours d'être là. Et puis, bon, on dit que la répétition est pédagogique. Au fur et à mesure, je connais des jeunes qui seront plus capables. Ils seront plus capables de répéter les mêmes actes là. Je connais des jeunes, ils seront plus capables de répéter les mêmes actes. Maintenant, il y a une période d'éducation, il y a une période de sensibilisation. Et puis, comme on parle de démocratie, on parle aussi des lois. Mais il y a des lois. Il y a des lois. Si cette minorité-là, comme je l'ai dit, de la 25e qui ne comprend pas, arrive à un certain moment, il va falloir agir. Il va falloir réprimer. Et quand ils seront réprimés, voilà, aujourd'hui, 2 sont en prison, sont en train de demander pardon. S'ils font ça une fois, 2 fois, je crois que ça va s'arrêter. Et puis, vraiment, quand Ouattara dit un Ivoirien nouveau là, ça ne veut pas dire qu'il va venir enlever nous tous là, et puis il va envoyer des nouveaux Ivoiriens. Non, c'est nous là. Mais on sera éduqués. La loi va vous éduquer. Je ne parle pas de toi. Hein. Je veux dire que ceux qui ne vont pas respecter ces normes-là, la vision de la majorité, à un certain moment, il va falloir réprimer. Et ça va arriver. C'est en train d'arriver. Il y a des gens qui sont encore en prison, sont en train de demander pardon. Quand ils vont sortir, je suis sûr qu'il y a des actes qu'ils ne vont pas mener. Parce que il fallait construire une Côte d'Ivoire depuis la base, depuis les institutions. Si on a des institutions fortes, les gens là, ils vont rentrer dans les rangs. Ils vont rentrer dans les rangs et le respect là, on va leur imposer le respect, cher monsieur. Merci. Merci infiniment, Cataract. Merci beaucoup. Non, monsieur Ali Faye, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter avant que je ne passe la parole à monsieur Mahmoud. Il a bien répondu. Je voudrais simplement vous remercier de m'avoir accordé un temps de... Il a donné avec beaucoup d'intelligence, je veux dire, des réponses pour moi. Hein. Bon, malheureusement, je lis avec beaucoup... Je sais pas, je lis le commentaire d'un certain Siao. Franchement, ça me réconforte dans ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Hein. Vous voyez un peu les propos. On n'éduque pas une nation avec de tels propos. Le nazisme a perdu l'essence de sa politique parce que Hitler avait ce type de propos. Malheureusement, on ne peut pas construire un pays avec les propos de M. Siao. Là. Voilà. Donc, merci encore à vous et bonne continuation. Je vais vous laisser. Merci. Merci, cher monsieur. Merci à vous. Bon, les Siao, là, on va les éduquer. Mais ils savent. On va leur imposer le respect. Ils savent. S'imposer. La paix va s'imposer à eux et le respect va s'imposer à eux. C'est tout. Et ils vont prendre le train en marche. On va écouter Mahmoud. Oui. Bonsoir. Bonsoir, salut. Bonsoir, Catala. Bonsoir, situation. Vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, je passais sur le panel et j'ai vu l'intervention de M. Ali Fasso, je crois bien, qui a posé une question qui m'a vraiment interpellé. Et j'ai souhaité quand même intervenir sur cette question-là par rapport aux éléments de réponse que j'ai pour moi par rapport aux propositions à faire. Il y a le frère catalan, c'est ça, non, qui a vraiment développé, qui a touché pratiquement tous les aspects de ce qui peut être une solution par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Voyez. Donc du coup, pour moi, il faut déjà consolider ce que le président est en train de construire, ce qu'on appelle avoir des institutions très fortes et ceux qui vont se mettre à la marge de la République seront véritablement sanctionnés comme il se doit
comme M. Douard. Et évitons aussi quand même qu'on passe toujours au pardon. Voilà, on les sanctionne. 2 jours, 3 jours après, ils viennent demander pardon, qu'on les libère. Ça n'aboutit pas vraiment à la construction d'une nation forte avec des institutions fortes. Parce que, si vous voyez ce qui s'est produit en 2020, ça s'est reproduit en 2025, c'est parce que quelque part au niveau des sanctions, quelque part au niveau de ceux qu'on a attrapés par rapport à l'OCNT, il y a eu une légèreté, on les a libérés. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là viennent de nous produire encore la même chose. Donc cette fois-ci, je constate que, ouais, effectivement, à ce niveau-là, il y a un peu de fermeté au niveau des autorités, puisque le président a dit qu'il allait vraiment, pour sa dernière mandature, là, il allait vraiment ferme sur certaines dérives. Voilà. C'est vrai, les gens m'ont demandé pardon. Il faudrait qu'ils servent des leçons ceux qui se sont comportés comme ça pendant la crise et pendant les élections présidentielles. Et le deuxième volet de mon intervention, ce sera sur les aspects de la notion de nation. Aujourd'hui, la réelle difficulté qu'on a, il faut le dire clairement, les gens ont passé près de 20 ans à séparer les Ivoiriens, à dissocier les Ivoiriens, à disséquer les Ivoiriens, disant qu'il y a des Ivoiriens du Nord qui ne sont pas pour eux des Ivoiriens authentiques, des Ivoiriens du Sud ou d'autres parties du pays. C'est-à-dire que les Ivoiriens du Nord ne sont pas les Ivoiriens authentiques. À part les Ivoiriens du Nord, les autres, quand même, ils se considèrent comme plus Ivoiriens qu'aujourd'hui les gens du Nord. Aujourd'hui, il va falloir que l'État s'y penche un peu pour pouvoir mater un peu ceux qui se réclament un peu plus ivoiriens que l'autre. Parce que c'est ça. Toi, un individu, tu dis, je suis ivoirien, je suis plus ivoirien. Nous, les Ivoiriens, dans ses propos, nous, les Ivoiriens, ça veut déjà dire que ce gars-là, il se considère plus ivoirien que d'autres personnes. Nous, on n'a pas besoin de justifier notre ivoirité devant quelqu'un. Mais le langage que vous tenez pour un pays, pour une nation qu'on veut construire, il va falloir que ces personnes-là, quand même, prennent du recul et prennent de la hauteur. Mais malheureusement, la haine qu'ils ont envers les nordistes, ça les étrangle. Cette haine-là, elle est viscérale. Cette haine-là, pour l'homme du Nord, est viscérale. Ça devient héréditaire. Parce que les gens ont pris beaucoup de temps pour les enseigner, pour les endoctriner. Aujourd'hui, venir dire que tout le monde va penser de façon unique, unanime, sur la notion d'ivoirité, ce ne sera pas évident. Ce ne sera vraiment pas évident. Et ceux qui étaient vraiment bien placés pour pouvoir aider les autorités ivoiriennes aujourd'hui à pouvoir vraiment éradiquer ce fléau-là, ce phénomène qu'ils ont passé le temps à inculquer aux jeunes, c'était lui qui venait en première position, c'était Laurent Gbagbo. C'était lui. Mais depuis son entrée en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, aucunement, nulle part, il a milité pour la réconciliation des Ivoiriens. Je n'ai pas vu. Il aime surfer sur ce fanatisme béant, ce fanatisme lapidaire, suicidaire que ses partisans ont pour lui. Il aime surfer là-dessus. Attiser la haine, c'est-à-dire que cultiver, arroser, pour que, de telle sorte que lui, son nom reste encore dans la mémoire du peuple ivoirien, de ses partisans, notamment de ses partisans. Depuis qu'il a remis son pied ici, il n'a jamais parlé de réconciliation. Il ne l'a jamais fait. C'est le dernier de ses soucis. Et pourtant, ils ont contribué à déchirer, il a contribué foncièrement à déchirer cette nation-là. Pendant son règne, on a vu ce que les Aborons ont fait ici. Pendant son règne, on a vu ce qui s'est passé dans les universités. Pendant son règne, même les religieux n'ont pas échappé. Ils sont passés par tous ces moyens-là pour pouvoir véritablement endoctriner, enraciner cette mauvaise façon de faire la politique, là, disséquer, dire aux Ivoiriens, il y a d'autres qui font bon, d'autres qui ne sont pas bons. C'est beaucoup d'années. Vous savez, le mal, quand on sème le mal, c'est plus facile de s'aimer le mal que de vraiment d'éradiquer le mal. Aujourd'hui,
Ce travail-là, ce n'est pas le travail d'un individu, d'une seule autorité, c'est le travail de tous les Ivoiriens. C'est le travail de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, si vous voyez que peut-être qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'affirmer comme il doit, l'occasion ne s'y prête pas. Il n'y a pas d'occasion qui se prête à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui se sont quand même calmés, mais il faut continuer ce travail-là. Aujourd'hui, l'âme la plus forte pour pouvoir continuer ce travail-là, c'est avoir des institutions fortes. Les sanctions qui seront prises, il faudrait que ces sanctions-là servent de leçons, de véritables leçons, de telle sorte qu'un individu, avant de prendre la parole, avant de pouvoir écrire quoi que ce soit, avant de pouvoir allumer sa caméra pour parler, il faudrait que cette personne-là réfléchisse à 1000 fois avant de pouvoir parler. C'est un mot qui doivent être des mots bannis de notre langage, bannis du mot de langage des Ivoiriens. De telle sorte que chacun comprenne que la nation, elle n'appartient pas à un peuple, à une ethnie, à une race, à une religion, elle appartient à tous ceux qui ont la nationalité ivoirienne. Que ce soit par naturalisation, que ce soit par nature, tu es né ivoirien, tu es né ivoirien. Donc nous tous, nous sommes pareils, nous avons le même droit. Ce n'est pas un combat qui doit être mené par un seul individu. Aujourd'hui, les autorités, la seule chose que ces autorités peuvent faire, c'est de durcir un peu les lois dessus, c'est de voter des lois, des sanctions qui seront prises. Et ceux même qui vont s'élever pour venir demander pardon, là, il faudrait qu'eux aussi comprennent que quand ces jeunes-là se lèvent, ils vont sur les réseaux sociaux, ils tiennent ces gens de propos, il faudrait que ces gens-là comprennent que s'ils n'ont pas pu agir dès le départ, il ne faudrait pas que quand ça devient grave et qu'on arrive à mettre la main sur eux, ils viennent intervenir. Parce que ça met en mal. Ça met en mal le développement, ça met en mal. Aujourd'hui, comment on peut comprendre qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui vont aller s'affilier, qui vont aller se tisser d'alliances à des pays de l'AES pour pouvoir nous combattre? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Parce que rien d'autre que la haine. Tout se situe à ce niveau-là. La détestation, la haine du nordiste, de l'autre qui vient de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi se considérer plus ivoirien que l'autre? Aujourd'hui, c'est ce combat-là qui nous emmène. Quand ils nous traitent de nordistes, nous aussi on les traite de libériens. Ceux qui osent nous traiter ceux qui apatrides, ceux qui osent nous traiter de Burkinabé ou de Maliens, on va les traiter de libériens aussi. Voilà, ils n'ont pas plus de droits que nous. Donc, ça ne sera pas facile. Pendant qu'on écrit un individu comme Siao, je l'ai croisé tout à l'heure sur un panel où les gens étaient en train de le massacrer là-bas, parce que les gens disaient que sa maman était libérienne, son papa était libérien. Il se permet quand même de venir sur un panel insulter un président de la République sous un avatar. Vous voyez cette mentalité-là. Ce sont ces gens de personnes-là qu'il va falloir qu'on estime, on les attrape. Ils doivent servir de leçon. On n'a jamais dit, au plus grand jamais, eux ne pourront pas le faire, dire aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens d'aimer le président Ouattara. Non. Le respect des institutions. Toi, en tant que qui, tu te permets d'insulter un président de la République en fonction? Celui même que tu suis, celui même que tu idolâtries, celui même que tu penses que c'est ton mentor, si je me permets l'expression, Fafa comme cela, il ne peut pas tenir des propos déplacés envers le président de la République. La première fois quand il est venu, il a vu le peuple, il a mis gardez-vous, il s'est mis au gardez-vous, à vos ordres, monsieur le président de la République. Donc vous, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas des militants, vous n'avez pas de cadre de militants, vous n'avez rien. La seule chose que vous avez eue, c'est la détestation de ce monsieur. C'est la haine que vous éprouvez pour lui. Lui et tous ses parents. Mais pourquoi? Une nation, c'est pas comme ça. Après la mort d'Oufo Boigny, jusqu'en 2011, vous voyez le temps que ça fait. Vous voyez le temps que ça fait. Bédia est venu, il a semé pour lui. Guéya est venu, il a semé pour lui. Long Bobo est venu, il a enterré même. Jusqu'à il a arrosé, ça a poussé. Donc, ce ne sera pas une messe à faire. Mais l'une des choses, au risque de me répéter, l'une des choses sur lesquelles nous doit se baser fortement pour pouvoir vraiment faire respecter, c'est la loi. Il faut des institutions très fortes. Quand on prend des sanctions, ces sanctions doivent être exemplaires. Parce que les pays développés aujourd'hui, là, si ces pays-là sont arrivés là-bas, ils ont un musée, ils ont une mémoire de la nation. Il y a des choses là, un individu, il ne doit plus jamais répéter. Au Rwanda, quand on parle d'ethnie aujourd'hui là-bas, quand tu parles d'ethnie là-bas, de Tutsi ou bien de Hutu là-bas, mais pratiquement même c'est la peine de mort, c'est une façon de parler. Ça veut dire que des pays qui ont traversé des moments difficiles, là, arrivé à un certain moment,
Il faut avoir une mémoire collective. Il faut faire comprendre à ces personnes-là que ce qui nous a entraînés dans cette histoire-là, il faut bannir ces éléments de langage-là. Il faut bannir ces éléments de comportement-là. Sinon, si on a la tête du pays, que les gens qui ne sont pas vraiment forts, les autorités fortes, qui appréhendent les choses, on risque encore de se retrouver dedans. Que Dieu nous en préserve. Voilà. Les gens militent en sous-bassement, et ils disent des choses aux partisans. Ils n'ont pas le courage de le faire. Aujourd'hui, ce sont les partisans, les sympathisants qui font la politique pour eux, qui viennent sur les réseaux sociaux, qui se permettent d'insulter les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, ils ont ça en pensée, ils ont ça dans le cœur, mais de moins en moins, ils s'expriment. Voilà. Parce que c'est ça pour eux, insulter, injurier, calomnier, diffamer, pour eux, c'est la liberté d'expression. Donc, quand tu entends parler de la liberté d'expression pour eux, puisqu'ils n'arrivent pas à insulter, parce que quand tu veux insulter, tu auras affaire, on va te signaler, tu auras affaire au PLCC, tu vas aller répondre de tes actes. Puisque diffamer, tu vas aller répondre de tes actes. Aujourd'hui, vu qu'ils n'arrivent plus à le faire, je trouve qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Bon, ça c'est la définition pour eux, la liberté d'expression qu'ils ont, le veulent, hein. Ça c'est leur définition de la liberté d'expression. Sinon, encore une fois ici, sous aucun régime, les Ivoiriens ont eu droit à la parole comme sur ce régime-là. On le voit dans les débats qui sont ouverts. On le voit des gens sur les plateaux matin, midi, soir tenir des propos à l'encontre du président de la République. Mais les propos doivent être dans une mesure, dans une limite que la loi même permet. Parce que s'il y a le parti au pouvoir, il doit y avoir des opposants. Et s'il y a des opposants, leur rôle, c'est de critiquer. On n'a pas dit de diffamer, on dit de critiquer les actions menées par le gouvernement, les insuffisances dans ce pays-là. Il y en a assez. Je pense que si vraiment ils se concentraient sur les insuffisances, des écarts, des choses à faire, des choses à revoir, je pense que s'ils se concentraient sur ces éléments-là, ils allaient pouvoir peut-être, en griffe, faire vaciller un peu le pouvoir. Mais malheureusement, ils ne connaissent rien. Ce langage qu'ils ont divisé pour régner, amplifier la haine qu'ils ont pour l'autre, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, amplifier cette haine en travers chez les partisans, de telle sorte que ces personnes-là aujourd'hui soient sur la défensive. Dès que tu ouvres la parole, dès que tu ouvres la bouche, ils vont te regarder, te toiser d'étrangers ou autres. Voilà. Donc, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas que les autorités. Et ce n'est pas une histoire de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une histoire qui va prendre du temps qu'il faut. Les gouvernements successifs qui vont se mettre en place, les différents présidents qui vont venir, chacun doit apporter sa pierre à l'édification de cette nation-là. Que les Ivoiriens comprennent que nous sommes Ivoiriens. De la manière quand la Côte d'Ivoire joue, aujourd'hui tout le monde est unanimement, on va dire 80%, 90% des Ivoiriens supportent les éléphants. Aujourd'hui, quand il s'agit de la nation, tout Ivoirien doit être d'accord sur le fait que cette nation nous appartient à tous et on ne peut pas la laisser à la vindicte populaire. On ne peut pas aller s'associer à un autre pays pour pouvoir venir détruire notre pays. Ça, ce sont des actes qui doivent être condamnables. Un individu qui a osé aller s'associer à un autre pays pour pouvoir venir à l'encontre de son pays, ce gars-là, quand on l'attrape, ces personnes-là, quand on les attrape, ils doivent servir de leçon. Les sanctions doivent être exemplaires. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire par rapport à mon intervention. Je vais chuter là pour dire que l'État au travail. L'État au travail. Et ceux qui vont se permettre quand même d'avoir des dérives ou bien de tenir des propos qui ne sont pas vraiment des propos conseillés, bon, ils vont répondre de leurs actes. Ils sont à l'extérieur du pays. Tout est mis en place aujourd'hui. Tout est en train d'être mis en place aujourd'hui pour que même ceux qui sont à l'étranger qui vont tenir ces propos-là, on les ramène. Ils vont venir dire pourquoi. C'est sur quoi ils sont basés pour avoir ce genre de propos-là à l'encontre des autorités. Voilà, sinon les opposants sont là. Hein. Ceux qui ont posé leur candidature pour être président, candidat, ils sont là. Ils tiennent des propos, ils critiquent le pouvoir. Si on ne les a pas attrapés, c'est pas toi un sympathisant qu'on va attraper. Si on t'attrape, c'est que tu as fait quelque chose de grave. C'est que tu as fait quelque chose de grave. Le plus grand opposant qu'on peut plus loin, M. Laurent. C'est parce qu'ils sont trop à l'aise avec le pouvoir là, c'est ça. Voilà. Ils sont tellement à l'aise avec le pouvoir là. Le plus grand opposant, celui qu'on pensait que quand il allait arriver en Côte d'Ivoire, il allait faire bouger les lignes, il est là en liberté.
il fait 3 mois, après il vient, il anime un peu, avant il va se coucher à côté de sa femme, il vient, il siffle un peu, il va se coucher. Mais pourquoi lui on ne l'arrête pas? Parce qu'il est mesuré dans ses propos, il sait ce qu'il encourt. Maintenant, toi tu le suis là, ce qu'il lui ne dit pas là, oh là, toi tu te permets de le dire oh. Tu t'attends à quoi? On va t'attraper, on va te mettre en prison. Les sanctions doivent être exemplaires. Les pardons, on l'a compris, mais la justice. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ils ont crié sur tous les toits. Faites rentrer les exilés. Faites rentrer les exilés pour qu'on ait la paix, la réconciliation. Tous ceux qui sont exilés, on les a fait rentrer. Tous ceux qui avaient des comptes gelés, on a dégelé leurs comptes. Ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui n'ont pas travaillé, on les a réintégrés dans la fonction publique. Mais rien. Aucun parmi eux ne s'est levé qui a pris son bâton de pèlerin pour dire maintenant ça suffit. Il faut qu'on pense au pays maintenant. Il ne faudrait pas qu'on pense à un individu. Cet individu, il a fait son temps, il est passé, il nous a rien prouvé. On peut l'aduler, on peut l'aimer, mais ça se limite à ça. Le pays ne l'appartient pas. On a des enfants qui sont nés hier, on a des enfants qui sont nés l'année dernière, il y a des enfants qui sont là. C'est l'avenir du pays qui est là. Si on pense à eux, on milite, on travaille pour que ce pays-là ait la stabilité et la paix. Je me mute là. Merci infiniment, le frère Mahmoud. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces belles vérités dites. Et ce n'est que vrai. Ils ont en face d'eux un pouvoir qui tient à son travail, un pouvoir qui tient à l'union des Ivoiriens, un pouvoir qui tient à la convivialité entre les Ivoiriens. C'est ça. Donc, ils sont tellement à l'aise qu'ils ne savent plus quoi dire. Vraiment, merci beaucoup. Notre frère Mamadou. Oui, bonsoir. Mamadou, bonsoir, comment vas-tu? Ma soeur, vraiment, tu me surprends, hein? Ah, comment il y a fait quoi? Ouais, le panel là. Non, je cadais aussi là, je suis resté là. Je me suis prêté même. Ok, c'est bien. C'est très bien, c'est nous qui gagnons, hein? C'est pas Kader. Voilà. Je salue tout le monde. Voilà, je salue tout le monde, hein, tous ceux qui sont là. Bon, comme on appelle, quand les gars parlaient, j'étais en route. Ma soeur, les anciens intervenants, les frères qui ont passé, vraiment, ils ont dit, parce qu'ils ont fait une projection de la politique de Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et nous sommes tous des observateurs, nous sommes tous les témoins contemporains de l'évolution sociale et politique de ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Donc, vu cette évolution à l'allure, on s'en va, tous les intellectuels ici sont interpellés à réfléchir et à avoir quand même un sentiment, un aperçu, une fenêtre, une couleur de la politique dans l'avenir, qui ne va pas être autour de l'homme, le culte de l'individu. Et je crois que cela, nous, notre démocratie est partie, et généralement, comment dirais-je, l'ethnie qui est rentrée dedans, celui qui n'a pas assez de force, qui n'a pas assez de carnet d'adresse, va se baser sur son ethnie. Bon, il faut avoir un groupe pour le supporter. Bon, c'est vrai, c'est pas quelque part, il faut commencer. C'est la démocratie. Il faut commencer quelque part. Parce que tout n'est pas parfait dès le départ. L'homme progresse vers l'évolution, vers le confort, vers l'amélioration.